très belle journée ensoleillée avec Europe 1. Il est 8h. 7h-9h, votre matinale info avec Nikos Aliagas. Le journal avec vous, David Doucan. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Nous serons en Syrie dès le début de ce journal avec notre envoyé spécial Didier François. Les dernières heures de l'État islamique, les djihadistes sont retranchés dans le village de Barhouz. Des crimes abominables qui doivent disparaître de la face de la terre. La déclaration historique du pape François en conclusion de 4 jours de sommet au Vatican. Il parle bien sûr du fléau de la pédophilie dans l'église et vous allez le voir, les victimes ne sont pas satisfaites. Et puis il y a un mot qui occupe les esprits en ce moment au Salon de l'Agriculture, le glyphosate. Le gouvernement aimerait qu'on en sorte d'ici 3 ans, même si Emmanuel Macron a dit que ce serait difficile. Nous vous présenterons une innovation. On peut désormais électrocuter les mauvaises herbes. À 8h12, l'analyse de Vincent Herouette. Il va revenir sur le bras de fer du week-end de Venezuela. À 8h15, cette semaine, c'est vous, David Doucan, qui allez assurer l'interview politique. Et vous recevez qui ? Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse, membre d'un gouvernement où décidément fiscalité rime avec zizanie. Europe 1. Le dernier bastion a pris les allures d'un réduit de 500 mètres carrés. Le village de Barhouz, à la frontière irako-syrienne, dans lequel sont terrés les derniers djihadistes de l'État islamique. Avec nous, Didier François, vous êtes sur place pour Europe 1. À quoi ressemble, Didier, cet ultime champ de bataille ? Alors en fait, ce champ de bataille, c'est une immense plaine parsemée de grosses fermes qui ont toutes été fortifiées par les djihadistes et qui forment une véritable ceinture de défense autour du village de Barhouz, une grosse bourgade agricole à l'est de la Syrie, à quelques kilomètres seulement de la frontière irakienne. Et dans ce dernier réduit de l'État islamique sont concentrés quelques 500 combattants, beaucoup d'étrangers, dont quelques Européens, des fanatiques plutôt aguerris et qui n'ont plus nulle part où aller, ce qui en fait des adversaires redoutables. On les voit d'ailleurs assez peu depuis les positions kurdes qui cernent totalement la localité, parfois une moto qui passe rapidement ou une ombre qui se faufile entre deux bâtiments, parce qu'évidemment il y a dans le ciel une telle concentration d'avions et de drones de la coalition antiterroriste qu'ils ne peuvent pas rester très longtemps à découvert. En revanche, on devine parfaitement à une centaine de mètres les réseaux de tranchées qui ont été creusés entre les différents postes de combat, d'ailleurs souvent installés dans des habitations. Didier, dites-moi, c'est une question que l'on se pose ici depuis Paris. Pourquoi cette ultime offensive tarde-t-elle à être déclenchée ? Eh bien, ça prend du temps parce qu'il y a quand même de nombreux civils à l'intérieur de Barhouz. Les Kurdes estiment leur nombre entre 5 et 8 000, toujours retenus comme bouclier humain, ce qui interdit donc tout le bombardement massif. Le choix tactique qui a été fait dès lors, c'est de grignoter le périmètre de défense avec des opérations coup de poing des forces spéciales qui permettent l'évacuation des civils, l'arrestation des djihadistes qui tentent de se faufiler dans le flot des réfugiés. Ensuite, il faut nettoyer les zones parce qu'ils laissent toujours des kamikazes derrière eux, et puis boucher les tunnels qui courent sur plusieurs centaines de mètres et qui leur permet de faire des contre-attaques. Ensuite, pour commencer sur le point de résistance suivant, c'est un travail ardu, dangereux, épuisant, mais qui inéluctablement va finir par toucher à sa fin. Merci à vous Didier François, aux abords de Barhouz, à la frontière irako-syrienne pour Europe. C'est un sommet historique qui s'est tenu pendant 4 jours au Vatican. Oui, le pape François a conclu hier cet exercice d'introspection sur la pédophilie dans l'Église. Il a comparé les abus sexuels sur mineurs à des sacrifices païens. Le souverain pontife a qualifié les dérives du clergé d'instruments de Satan. Les victimes ont perçu cela comme une tentative de minimisation de la responsabilité des prêtres. Écoutez la réaction de Peter Saunders, victime britannique, au micro de Virginie Riva. C'est très décevant, beaucoup plus décevant que ce à quoi on s'attendait. Le fait de dire que c'est le diable, Satan, que c'est un problème mondial. Non mais encore une fois, tout ça n'est qu'une diversion pour éviter de répondre à ce que nous demandons, que l'Église prenne enfin des mesures pour protéger les enfants. Témoignage recueilli par Virginie Riva pour Europe 1. En France, les incendies en Corse, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Depuis samedi, 1500 hectares de végétation au moins ont été dévastés. Les pompiers sont restés mobilisés toute la nuit. Les Canadaires ont repris leur rotation. Nous serons en ligne à 8h30 avec le colonel Maestracci des pompiers de Corse du Sud.
Vous nous parliez de cette zizanie au sein du gouvernement, David Doucan. Oui, et de quoi s'agit-il? À chaque fois, c'est au sujet de la fiscalité. Dans les colonnes du JDD hier, Jacqueline Gouraud propose d'élargir l'impôt sur le revenu à l'ensemble des foyers fiscaux. L'encre était à peine sèche que Matignon tuait dans l'œuf l'idée de la ministre des Territoires. Ce n'est pas à l'étude, a fait savoir l'entourage d'Édouard Philippe. Mais nous aimons le débat, alors regardons-la tout de même sur le fond, cette mesure. Bonjour Axel de Tarlé. Bonjour. Cette idée de prendre 1, 2, 10 euros aux Français les moins fortunés, est-ce que cela représente un intérêt comptable pour l'État? Alors oui, il y a des chiffres qui circulent. Ça rapporterait, dit-on, 800 millions d'euros à comparer avec un impôt sur le revenu qui rapporte 80 milliards, donc vous voyez, 1%. Mais en fait, on n'est pas tout à fait sûr de ce chiffre parce qu'il y a autre chose. Il y a que prélever l'impôt a un coût. Vous voyez, il faut lancer une procédure, il faut collecter l'argent, il faut procéder ensuite à des contrôles, il faut faire d'éventuels rappels. Et puis alors, sur le plan pratique, je vous laisse imaginer le ridicule de la chose. Si vous commencez à prélever 1 euro d'impôt sur le revenu étalé sur 12 mois, j'ai fait le calcul, chaque mois, on va vous prélever 8,3 centimes d'impôt sur le revenu. Donc, c'est pas terrible pour le symbole. En fait, on considère qu'en deçà de 10 euros, prélever l'impôt sur le revenu n'est pas rentable. C'est-à-dire que le coût est supérieur à ce que ça rapporte. Alors, c'est peut-être bien sur le plan du symbole, mais enfin, à un moment, l'impôt sur le revenu, ça sert aussi à rapporter de l'argent. Merci à vous, Axel de Tarlé, pour ces précisions. Un énorme réseau de blanchiment démantelé en région parisienne, c'est une information Europe 1. Oui, 10 suspects interpellés la semaine dernière. Ils sont soupçonnés d'avoir blanchi au moins 25 millions d'euros en 4 ans. Il s'agissait de nettoyer du cash utilisé par des entreprises du BTP pour payer les ouvriers au noir. Pierre de Cossette. Les enquêteurs ont appelé ça des clones, des entreprises éphémères aux noms quasi similaires. Les unes voient le jour quand les autres mettent la clé sous la porte au bout d'1 ou 2 ans maximum. De quoi semer des policiers qui auraient la mauvaise idée de s'intéresser à un business un peu louche. Sous couvert de fournir du matériel ou de la peinture à des sociétés de BTP, cette kyrielle d'entreprises avait en réalité pour mission de leur fournir du cash pour payer des ouvriers au noir. Il aura fallu un peu plus d'1 an à la police judiciaire parisienne pour cerner ce mécanisme parfaitement huilé, fait de sociétés Kleenex, on s'en sert une fois et on jette, et de fausses factures, avec à sa tête, selon eux, un expert en la matière, déjà mis en cause pour faux en lien avec une entreprise terroriste, un homme interdit de territoire français, mais pourtant bien là, entre le 19e arrondissement de Paris et Pantin, de l'autre côté du périphérique. Pour rendre propre l'argent du BTP, les malfaiteurs ont opté pour des investissements dans des entreprises de parfums au Benelux ou de voitures destinées à l'exportation. Sur l'ensemble de la chaîne, les policiers ont interpellé la semaine dernière 10 suspects. La combine aurait permis de blanchir depuis 2015 au moins 25 millions d'euros, avec pour victime principale le fisc et les organismes sociaux. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. La suite du journal avec David Doucan pour vous accompagner ce matin. C'est le salon d'agriculture en ce moment, porte de Versailles. Oui, il y a bien sûr un sujet qui fait parler dans les travées. La sortie du pesticide glyphosate d'ici 3 ans. Pour aider les agriculteurs, une innovation, un appareil qui s'accroche au tracteur et qui électrocute les mauvaises herbes. Reportage François Coulon. À l'arrière du tracteur, une très grosse génératrice électrique qui produit du courant à haute tension. Sur la partie avant, 2 rangées de lamelles métalliques qui vont littéralement électrocuter les mauvaises herbes. Jérôme Ménétrier, société CNH Industrial. Sur l'avant de la machine, on a un applicateur en métal qui va permettre de transmettre le courant. Et puis 1,50 m derrière, vous allez avoir un deuxième applicateur en métal qui touche également l'herbe au fur et à mesure qu'on avance. Il y en a un qui est en pôle positif et le second en pôle négatif. La plante va être électrocutée. En à peine 1 seconde, toutes les cellules seront détruites. Le X-Power a été testé et approuvé par certains professionnels comme Christophe Caviglio, Institut français de la vigne et du vin. C'est intéressant parce que l'effet est assez durable dans le temps pour les plantes qui ont été détruites. On a une solution de destruction des mauvaises herbes qui est intégrale des parties aériennes jusqu'à la pointe des racines qu'on a avec le glyphosate. Le X-Power, qui vise exploitation et commune, devrait être mis sur le marché au mois de mai, tarif plusieurs dizaines de milliers d'euros. Nantes, François Coulon, Europe 1. Et on le dit depuis le début de cette matinale, dès 6h50, ça ne vous a peut-être pas échappé. Si vous êtes déjà sorti ou vous êtes à la maison, vous regardez le ciel. Oui, il fait remarquablement et anormalement beau, alors qu'on est au mois de février. Absolument, vous avez transformé un lancement de 2 lignes en 20 lignes. Bravo à vous, Nikos. Mais j'aime occuper l'espace. C'est très bien. Alors, c'est moins drôle. Peut-être que ce changement, cette météo très douce découle des dérèglements climatiques, mais en attendant, les Français s'autorisent un peu d'insouciance et en profitent, comme par exemple à Lille hier où il faisait 15 degrés. Kevin Tullier.
Après un début d'année sous la grisaille et la neige, les Lillois n'attendaient que ça, passer un moment en terrasse, la chaise tournée vers le soleil. Moi, ça m'a semblé long. On pouvait moins sortir, il faisait froid, il y avait de la neige. Là, il fait beau, donc ça va mieux. On revit, ça donne envie de se promener, d'aller en terrasse. De toute façon, le soleil, c'est la vie. Malgré les 15 degrés au thermomètre en milieu d'après-midi, certains n'osent pas encore enlever le manteau et l'écharpe. Pour ce couple, ce n'est pas encore le printemps. Ça reste frais. Au soleil, on est bien, mais à l'ombre, c'est plus frais. Et comme on dit, l'hiver n'est pas fini. On a vu des mois de mars enneigés. Les gens vont beaucoup trop vite. Là. On voit en short, tout ça. Bon, enfin, je veux bien. Chacun son truc, comme on dit, mais bon, il ne faut pas aller trop vite. Un dernier jour ensoleillé avant la rentrée pour des enfants comme Jules, 4 ans, qui ont pu en profiter un maximum. Le soleil avait disparu, mais là, il est apparu. Et c'est bien parce qu'on peut jouer, chanter. Il y a des oiseaux qui sont. Fini les vacances, Jules va pouvoir observer le soleil et le ciel bleu à travers les fenêtres de sa salle de classe. Le soleil qui devrait briller au-dessus de la région au moins jusqu'à mercredi. Kevin Tullier pour Europe 1 lui souhaite une bonne rentrée au petit Jules. Oh, il est mimi. Il était mignon comme doux. Sans doute un bon élève d'ailleurs, puisqu'il s'exprime très bien. Ici à Paris, les vacances commencent, mais dans l'Académie de Lille, en effet, c'est la rentrée. Direction Los Angeles, les Oscars cette nuit. Meilleur film, Green Book. Meilleure actrice, Olivia Colman dans La Favorite. Meilleur acteur, Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Et le Mexicain Alfonso Cuarón, Oscar du meilleur réalisateur pour Roma.